Bonjour à tous. Troisième et dernière conférence de cette journée de l'employabilité. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon moment, que vous avez des échanges intéressants les uns avec les autres. Je me présente, Elora Beaulieu, je suis directrice apprenant chez UPSO et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde sur recruter autrement au-delà des filières traditionnelles. Il va y avoir pas des redites, mais un angle de vue différent sur ce qui a déjà été vu. On le sait, le recrutement, c'est compliqué. Les métiers évoluent, les profils aussi. Sur le papier, on n'a pas toujours un candidat qui va correspondre parfaitement au profil recherché. Et donc, c'est important, dans ce contexte-là, de repenser le recrutement. Et donc, l'objectif de cette table ronde, ça va être de partager des pratiques concrètes sur comment on peut repenser le recrutement. Et pour nourrir ces réflexions, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nathalie, Fatma et Arnaud, que j'invite à se présenter. Donc merci et bonjour à tous. Je suis Nathalie Guévernet, je suis responsable du service formation professionnelle à la direction de la formation et de l'orientation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, juste à côté. Bonjour à toutes et à tous. Fatma Chouayeb, cofondatrice et CEO de Hello Charlie, entreprise de l'économie sociale et solidaire qui agit pour l'orientation et l'insertion des jeunes tout au long de leur parcours d'orientation. Et on n'est pas très loin de la région, on est juste ici, derrière, à côté d'UPSO. Et voilà, merci. Bonjour à toutes et tous, Arnaud Bidet, moi je suis responsable du développement RH chez Vinci Énergie, secteur d'activité à la croisée des chemins entre BTP, industrie et services. Et puis j'ai l'occasion de travailler sur des sujets avec les partenaires ici présents. Merci à tous. Donc pour cette table ronde, nous avons identifié 3 leviers thématiques au niveau du recrutement. Le premier, ça va être d'aller chercher les jeunes le plus tôt possible. Le deuxième, ça va être des leviers autour du digital, mais aussi de coopération, de collaboration entre des acteurs plus privés, publics, collectivités locales, etc. Et le troisième levier, ça va être de miser sur la reconversion. Donc pour commencer un petit peu au niveau du premier thème, donc sur aller chercher les jeunes le plus tôt possible, question pour vous trois, comment vos structures s'engagent-elles pour aller chercher des jeunes le plus tôt possible dans leur parcours ? Je peux commencer. Alors, l'orientation se fait de plus en plus tôt et très très rapidement de plus en plus tôt. C'est-à-dire que quand on a lancé Hello Charlie il y a 10 ans, c'était sur la base du constat qu'on n'était pas tous égaux face à l'orientation et qu'il fallait pour cela apporter une réponse complémentaire à ce qui se fait déjà dans les institutions pour faire en sorte que tous les jeunes, quelle que soit leur situation, aient un égal accès à tout ce qui est information sur les métiers, les secteurs d'activité, les formations, les passerelles, et surtout la possibilité de rêver à des métiers qui leur ressemblent. Et donc, quand on a lancé Hello Charlie il y a 10 ans, l'orientation, c'était la terminale, Parcoursup, qui s'appelait APB, quand on a commencé. Et c'était le vrai palier du passage à l'enseignement supérieur. Depuis, il y a le choix des spécialités qui se fait de plus en plus tôt, en seconde. Donc la terminale c'est vraiment déplacé vers la seconde pour tout ce qui est filière générale et technologique. Et puis pour les bacs professionnels, ça se fait de plus en plus tôt dès la 5e, avec maintenant la découverte des secteurs d'activité qui se fait de façon obligatoire dans tous les collèges de France dès la 5e, et puis 4e avec les stages aussi qui sont devenus obligatoires, et puis bien sûr le palier de la 3e qui est un gros palier d'orientation. Donc c'est une question qui doit être prise au sérieux très très tôt, non seulement au sein de l'école, mais aussi en dehors de l'école, puisque quand même, les parents sont et restent les premiers prescripteurs pour l'orientation de leurs enfants. Et donc, si on n'agit pas aussi vis-à-vis des parents très tôt, donc dès la 5e idéalement, eh bien, on va passer à côté de quelque chose et du thème de la journée. Donc, je rebondis sur ce que Fatma a expliqué. Côté région, la région a une compétence sur l'orientation
compétence assez récente, mais qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Et dans ce cadre-là, plusieurs choses sont faites, et notamment via une structure que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes de l'orientation, donc qui a été créée à l'initiative de la région et qui propose plusieurs choses pour aller toucher les publics, notamment les publics jeunes et notamment leurs familles, puisqu'en effet c'est important de les mettre aussi dans la cible. Donc l'agence a plusieurs actions pour permettre une bonne connaissance, une bonne découverte des métiers, avec un prisme sur, on parle depuis ce matin des métiers en tension, mais avec un prisme sur ces métiers qui sont prioritaires et les secteurs qui recrutent. Voilà, puisqu'on sait qu'il y a des secteurs sur lesquels l'accent est le plus apporté. Donc, par exemple, les métiers du bâtiment, c'est un secteur prioritaire. Donc, il y a des événements. Donc, bientôt, il y aura le Mondial des métiers. Donc, peut-être qu'on sera un certain nombre à nous retrouver au Mondial des métiers. Mais il y a 80 000 visiteurs au Mondial des métiers. Donc, ça se passera bientôt en décembre. Pour la prochaine édition, on retrouve des représentations de tout secteur professionnel. C'est de façon très ludique, très visible, pour donner un aperçu très concret au métier. Et puis, il y a aussi des actions comme la caravane des métiers, le bus de l'orientation. Donc, c'est des choses qui existent aussi au niveau de l'agence de l'orientation. Donc, par exemple, la caravane des métiers, c'est donc mobile, et ça permet de se déplacer. Donc la caravane, elle se déplace sur certaines périodes dans chacun des 12 départements de la région, avec plusieurs métiers représentés, ou le bus de l'orientation qui peut être en fait appelé pour venir dans un établissement scolaire par exemple, ou dans une autre structure, pour aussi par différents outils travailler avec les professionnels et donc accueillir les publics pour leur présenter des métiers. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs actions, hein, j'en cite que quelques-unes, mais il y en a beaucoup et c'est un enjeu fort pour aller effectivement communiquer et capter les publics au plus tôt. Beaucoup de choses ont déjà été dites, mais je vais essayer d'être succinct. On a évoqué tout à l'heure tout le rôle de l'entreprise dans le fait d'aller voir les collégiens, les collégiennes, dans le fait d'aller dans les lycées. Je peux vous parler, ça concrètement, je pense que beaucoup d'entreprises essayent de le faire. Je peux peut-être vous parler d'une expérimentation qu'on a lancée l'an dernier et qu'on est en train de déployer avec nos différentes écoles d'ingénieurs partenaires cette année. Alors, c'est sur le scope ingénieur, parce qu'on a des gros enjeux chez nous de recrutement d'ingénieurs et de recrutement de futures femmes directrices, mais ça pourrait très bien être dupliqué sur des bacs pro et des BTS. L'idée, ça a été de profiter d'une contrainte potentielle. Tous les secondes sont obligés aujourd'hui de faire un stage. C'est pas évident pour les entreprises, pour les parents qui sont sûrement dans la salle, de trouver des stages pour les jeunes de seconde. On a essayé de le transformer en opportunité en se disant, on va proposer sur les 2 semaines une semaine d'immersion au sein d'une école d'ingé. Donc certaines écoles, d'ailleurs toutes les écoles d'ingé à qui on l'a proposé ont ouvert leurs portes, ce qui est quand même assez conséquent pour eux, puisqu'ils doivent se mobiliser pendant une semaine pour faire découvrir l'école. Et puis une semaine derrière, en stage, avec une tutrice, puisque c'était des jeunes femmes qu'on cherchait, mais on pourrait très bien le dupliquer autrement, une tutrice chez Vinci Énergie qui présentait son métier à une toute jeune fille, puisqu'elles ont entre 15 et 14, 15, 16 ans. Donc voilà, l'idée c'est de présenter une chose concrète, mais bien sûr, j'encourage tous les RH à pousser pour que leurs entreprises soient présentes au plus près des jeunes, puisqu'en effet, le choix se fait très tôt. Et nos métiers à forte opportunité sont malheureusement souvent méconnus et peut-être dévalorisés auprès de ces jeunes-là. Merci. Et justement, Fatma, donc tu nous disais qu'il y avait une vraie action, et Arnaud, tu disais que c'était pas forcément facile de cibler et d'orienter les stages de 3e, seconde sur des métiers un peu moins connus. Fatma, avec Hello Charlie, comment vous intervenez sur cette question ? Là-dessus, Hello Charlie se positionne sur tout ce qu'on appelle aujourd'hui la relation école-entreprise, en ouvrant les portes des collèges et des lycées aux entreprises qui souhaitent faire connaître leur métier. Et là-dessus, on travaille avec des fédérations professionnelles, des branches, des OPCO, qui ont dans leur cœur de mission quand même de travailler sur l'attractivité des métiers de leurs adhérents. On travaille avec des entreprises directement qui sont prêtes à dégager du temps de leurs collaborateurs
pour intervenir avec nous à nos côtés lors de ces matinées de découverte des métiers. Donc concrètement, on fait deux choses avec les entreprises chez Hello Charlie. On propose au sein de cette application qu'on a créée et qui est aujourd'hui la première application dédiée à l'orientation en France, avec 800 000 jeunes accompagnés, dont 40% issus des quartiers prioritaires et des zones rurales. Avec cette application, on donne la possibilité à nos partenaires, qui sont des entreprises et des fédérations professionnelles, de travailler sur des parcours pédagogiques pour casser les idées reçues, mieux se projeter sur des métiers avec des tests d'orientation qui prennent en compte les qualités, la vision de la réussite professionnelle, la contribution au monde, les verbes d'action, en fait tout le lien entre le profil du jeune, qui il est, ce qu'il aime faire, et les métiers, ce qu'ils proposent aujourd'hui. Donc on fait des tests d'orientation et des tests de positionnement sur ces métiers-là. Et puis on met en relation directement ces jeunes avec les opportunités de nos partenaires, que ce soit les stages, très très tôt, 4e, 3e, mais aussi seconde, puisque c'est un palier obligatoire, les stages des bacs professionnels, les alternances, bien sûr, évidemment, et puis l'entrée en premier emploi. Nous, notre public, c'est de la 5e jusqu'à 29-30 ans, qui est le public cible. Donc d'abord l'action digitale sur l'application Hello Charlie, qui couvre toute la France et qui parle aux jeunes, mais on y viendra après, là où ils sont vraiment. Et sinon, on ouvre les portes des écoles, donc les collèges et les lycées partenaires, à nos entreprises partenaires aussi, puisqu'on organise des ateliers, des matinées de découverte métiers et secteurs d'activité, plusieurs classes, pas une seule. Souvent, on anime des ateliers, des matinées avec 70, 100 lycéens ou collégiens, avec leurs enseignants. Deuxième prescripteur de l'orientation, donc il y a les parents, il y a les enseignants. Gros travail à faire sur les enseignants, énorme. Et donc, on travaille sur des matinées qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont l'habitude de voir en semaine pour énergiser tout ça, faire en sorte qu'il y ait des ateliers qui soient ludiques, les faire travailler par groupe sur des challenges. Ils sont en compétition entre eux et c'est assumé pour décrocher des stages et des vraies positions chez les entreprises qu'on fait venir lors de ces matinées. Donc c'est concret, c'est ludique, ils apprennent autant sur eux que sur les filières, et puis on engage aussi du coup les collaborateurs des entreprises partenaires sur ce genre de moments qu'ils n'oublient pas généralement. Donc c'est très concret. Merci pour cet exemple justement d'une pratique innovante qui nous fait une parfaite transition sur notre deuxième partie, qui sont les leviers, les outils de recrutement qui changent un petit peu des recrutements traditionnels que vous avez pu mettre en place, expérimenter au sein de vos différentes structures. Donc on a parlé digital, on a aussi parlé lors de la préparation de cet échange de partenariat que vous avez pu avoir justement avec la région. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, donc je voulais déjà dire un petit mot en parlant du digital et en rebondissant sur ce qui vous a été présenté sur un outil qui s'appelle Nos talents, nos emplois, qui est une plateforme qui a été développée par la région il y a quelques années et qui permet de mettre en relation des offres d'emploi d'entreprises avec des profils de stagiaires, notamment que la région a formés, puisqu'en fait on parlait de la compétence orientation. L'autre compétence de la région que l'on développe dans notre direction, c'est la formation. Donc on a des publics formés et donc l'idée, c'est d'arriver à faire du lien entre les publics et entre les offres des entreprises. Donc c'est une plateforme qui marche bien, qui marche de plus en plus. En 2024, en fait, on a eu plus de 2 millions d'offres d'emploi collectées. Alors c'est région, Auvergne-Rhône-Alpes, on est en fait sur ce périmètre géographique et avec une logique aussi pour les stages, parce que c'est vrai qu'en fait assez bizarrement, assez paradoxalement, on en parlait en fait lors du café, c'est parfois difficile pour des jeunes justement de trouver des stages, voilà, donc, ou de l'alternance, donc même si les entreprises ont des besoins. Donc plateforme aide. Et ensuite, vous parliez effectivement de la coopération. Oui, c'est sur la partie formation. La région essaye de
travailler sur des modèles, des exemples au niveau des territoires avec de la coopération entre organismes de formation et entreprises. Parce qu'en fait, on a le souci de faire que l'entreprise, elle soit présente le plus en amont possible sur les actions de formation, que ce ne soit pas trop déconnecté, la partie formation qui se fait dans un centre de formation et la partie entreprise. Parce que les entreprises, quand elles nous sollicitent, elles ont des besoins et elles ne connaissent pas forcément toujours les organismes de formation qui sont sur le territoire de proximité. Donc on a un dispositif qui s'appelle le Pacte Région pour l'emploi, qui est un dispositif très souple et c'est un dispositif phare à la région que l'on manipule chaque jour avec des projets qui nous arrivent. Donc en 2025, on sera à peu près sur 1300 postes qui ont été pourvus avec une formation dans le cadre de ce dispositif. Donc c'est un dispositif de formation qui est mobilisable tout au long de l'année et qui permet de construire une offre de formation sur mesure, adaptée à l'entreprise, avec une durée pour des publics, pour des niveaux, pour des contenus très adaptables. Et ça veut dire que l'entreprise, elle est partie prenante dès le recrutement des stagiaires qui sont à la base demandeurs d'emploi. Donc dès qu'en fait ils sont recrutés sur l'action de formation, l'entreprise elle est là pour participer au recrutement, elle peut participer à la définition du déroulé pédagogique, intervenir dans la formation. Et je crois qu'effectivement, côté, on en a parlé un peu avec Arnaud, donc Vinci Énergie, il y a eu en fait une mobilisation de ce dispositif. Donc il pourra vous en parler de façon un peu plus concrète. Oui, en effet. Donc nous, comme beaucoup d'entreprises, alternance, stage, recrutement sur le marché de nos concurrents, et puis quand même des perspectives et quand même des besoins. Donc courant 2020, on avait expérimenté ce dispositif-là, qui peut-être pour certains le connaissent sous son ancien nom de CARED, contrat d'aide retour à l'emploi durable. Et pour aller même plus loin, l'entreprise, elle a encore plus de flexibilité puisqu'elle peut même construire le programme de formation. Donc on rejoint un petit peu tout ce qui a été évoqué jusqu'à maintenant, c'est j'ai un besoin de compétences dans mon entreprise spécifique, peut-être que j'estime que les catalogues de formation du marché n'y répondent pas tout à fait. Donc là le principe c'est simple, je vais chercher un centre de formation qui peut être compétent, qui se dit capable de venir travailler avec moi. Soit je travaille avec une seule entreprise, par contre il faut être en mesure de s'engager sur un volume, parce qu'un centre de formation il se mobilise quand on est au moins 8, 9, 10 apprenants. Et puis derrière, seule entreprise ou pas, on va solliciter la région. Et qu'est-ce que nous a apporté nous la région sur les 4 années où on l'a fait? La région nous a aidé à financer le coût, l'ensemble du coût de formation. Donc il y a également du coût d'ingénierie pour créer la formation, puis le coût des formateurs. Et il y a un autre acteur, France Travail, qui est intervenu, puisque France Travail, contrairement à tous les dispositifs plutôt POI, dans ce cas de figure-là, nous a maintenu les stagiaires, il leur a maintenu l'allocation de retour à l'emploi, pour leur permettre de continuer de bénéficier de l'allocation chômage, le temps de la formation, si on s'engageait par contre à embaucher nos stagiaires à la fin. Donc c'est vraiment un projet qui permet de travailler avec France Travail, avec la région, les OPCO en fonction des activités et de la taille des entreprises, et de répondre à un sujet en entreprise. Je forme en masse, entre guillemets, puisqu'on peut très bien le déployer de façon plus conséquente, des profils pour mes métiers pénuriques. Et donc le sourcing, après, encore une fois, France Travail intervient aussi, l'entreprise peut intervenir, le centre de formation. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher en effet des profils qui sont dans des activités moins pérennes, avec des salaires moins intéressants, peut-être avec des difficultés à trouver des postes, et les amener vers nos métiers, quoi. Merci beaucoup. Et côté Hello Charlie, est-ce que on a des partenariats qui ont pu vous être utiles, qui vous ont permis justement de toucher un petit peu plus les jeunes ? Donc, Nathalie a parlé de la plateforme Nos Talents, Nos Emplois. On a pu collaborer avec la région sur cette plateforme, puisque la région est venue nous voir pour nous dire on voit que vous êtes très actifs sur Snapchat, sur TikTok, sur Instagram. Il paraît que les jeunes passent plusieurs heures par jour sur ces plateformes-là, à consulter des contenus, à faire tout un tas de choses et, paraît-il, à s'informer aussi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, parce que nous, région, nous n'irons jamais sur Snapchat,
de faire quelque chose pour attirer ces jeunes et leur parler de nos talents, nos emplois, puisqu'en effet, nous avons 2 millions d'offres qui sont sur ces sites. Donc, on a expérimenté et on a réussi, et c'est ce qu'on fait chez Hello Charlie, c'est de faire en sorte d'investir les réseaux sociaux, donc TikTok, Snapchat, Instagram, les plateformes de gaming, Twitch, Discord, toutes ces plateformes sur lesquelles les jeunes passent beaucoup de temps, y compris la nuit, pour échanger, s'informer, communiquer, mais aussi se dire qu'ils trouvent des opportunités également à travers ces plateformes. Et donc, à la naissance de Hello Charlie, c'est le lieu qu'on a investi pour organiser cette rencontre entre des jeunes qui apprennent à s'orienter, à construire leurs projets, et tous les milliers d'offres d'entreprises, d'organismes de formation, de CFA qui recrutent. Et donc, on est à la rencontre de ces deux mondes pour faciliter ce passage. Comment on le fait ? On va parler aux jeunes à travers des vidéos de jeunes qui vont parler aux jeunes de leurs problématiques. Donc, on ne va pas mettre en avant les offres de la région, on ne va pas du tout mettre le logo de la région, ni celui de nos partenaires. On va parler aux jeunes de leurs problèmes, des questions qui se posent, et en fonction du calendrier, nous ce qu'on appelle le calendrier de l'orientation. Donc là, on s'approche du Black Friday, de Noël, et puis il va y avoir le lancement de Parcoursup en janvier. Donc on va investir ces mots-clés, ces hashtags qui existent sur les réseaux sociaux au moment où on en parle, donc de façon instantanée, à travers des contenus qui vont être ceux que les jeunes ont l'habitude de scroller, tout simplement, les messages auxquels ils vont être sensibles, pour les engager très vite sur une discussion avec Charlie. Charlie, c'est un chatbot, et on n'a pas attendu ChatGPT pour le faire. Puisque ça fait 10 ans qu'on existe, et ChatGPT, il est plus jeune, il a 4 ans. Voilà, et donc ils vont discuter avec Charlie pour parler d'eux, de leurs problèmes, et petit à petit, une fois qu'ils rentrent dans le profil des jeunes dont nos partenaires ont besoin, organiser cette mise en relation et qu'elle se fasse de la meilleure des manières. Et donc c'est comme ça que en 2023, on était la première source d'acquisition aux réseaux sociaux pour la plateforme Nos Talents, Nos Emplois, à travers Snapchat. Et donc, on a eu des jeunes qui ont beaucoup investi les plateformes de nos partenaires, donc les plateformes emploi, recrutement, stage, alternance, à travers les réseaux sociaux et via Hello Charlie. Et alors, à contrario, est-ce que vous avez essayé de mettre des choses en place, notamment avec certains outils digitaux qui n'ont pas fonctionné, et pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté, comme frein ? Fatma disait, on ne va pas mettre le logo de la région, on ne va pas parler des offres parce que ce n'est pas parlant. Est-ce que vous avez aussi, vous, expérimenté des petites déceptions digitales ? Ce qui peut, je pense, être difficile avec le public que tu cibles, c'est la com institutionnelle. C'est-à-dire que je pense qu'encore beaucoup d'entreprises passent une énergie dingue à produire de la com qui est postée sur un réseau souvent qui n'est pas le plus adapté puisque c'est LinkedIn, et qui est rédigé avec un vocabulaire et avec un message très institutionnel, au sens institutionnel corpo, quoi. Et pour moi, ça c'est la fracture qu'on est en train de vivre, c'est qu'il y a une génération qui, oui, va être intéressée par ces contenus-là, notamment sur LinkedIn. On sait que, je ne sais pas dans quelle génération me mettre, mais allez, c'est peut-être même pas l'âge qui compte d'ailleurs, mais il y a une autre génération qui arrive ensuite et qui, d'après les études en tout cas, est complètement insensible à ces messages-là, voire même cela pourrait ne pas leur donner envie de rejoindre une entreprise qui essaye de parler de valeurs, de généralité, d'ambition et qui fait du RH bullshit de temps en temps dans ses coms. Donc voilà, nous on est entre la région et ce que tu fais, puisqu'on a du mal quand même à aller en tant que grosse entreprise française sur TikTok, sur Snapchat, mais on est en train de prendre conscience en tout cas que la com institutionnelle ne pourra pas s'adresser aux nouvelles générations pour les amener à nos métiers. Ouais. Et Nathalie, à la région, est-ce qu'il y a eu des choses, des petits échecs à partager, ou vous avez appelé Hello Charlie et puis...
Oui, côté région, en fait, effectivement, je parlais de l'outil Nos talents, nos emplois, mais sinon, effectivement, nous, on n'est pas sur des recrutements, en fait, en tant que tel. En tout cas, je pense qu'en effet, enfin, je partage, en fait, ce qui a été dit, et je pense que quand, sur la partie orientation, on a eu l'occasion de faire des petits messages flash, on avait fait des petites vidéos aussi très courtes, en fait, qui ont bien marché et qui ont pu, à un moment donné, accompagner les initiatives des branches professionnelles pour parler de leur métier et pour favoriser l'attractivité. Mais en tout cas, c'est vraiment ça, c'est vrai, quoi. Aujourd'hui, on voit en fait que les choses changent. C'est vrai qu'à un moment donné aussi, bon, on ressort un petit peu du digital, mais moi, je pense beaucoup aussi en fait à la démonstration en fait métier. C'est pour ça qu'on parlait d'initiatives comme la caravane des métiers, comme le mondial des métiers, ou les jeunes qui parlent aux jeunes. Enfin, voilà, moi je pense que c'est aussi des choses en fait qui fonctionnent. Tout le digital, il ne peut pas y arriver tout seul non plus. Et donc, nous, ce qu'on propose systématiquement comme call to action et qu'on construit avec nos partenaires, c'est de venir essayer, de venir tenter, de parler avec les professionnels, de faire les immersions, de faire le stage. Et donc, nous, on a énormément d'échecs à partager sur ces sujets de comment passer du digital au réel. C'est ça le sujet. Le digital, il a ses avantages parce qu'il permet de toucher massivement tous les jeunes, beaucoup de jeunes. Pour Hello Charlie, on parle de 180 millions de vues cette année sur les réseaux sociaux. C'est énorme, mais l'impact à la fin qu'on va mesurer, ce sont les sorties positives, ce sont les entrées en emploi, en accompagnement, en formation. Et donc, comme ça a été dit à la première table, il faut accepter de perdre à chaque étape du funnel, mais perdre de moins en moins peut-être. Et donc, là où on travaille, c'est sur le passage du digital au monde réel, avec des jeunes qui vont répondre au téléphone quand des recruteurs vont les rappeler, des jeunes qui vont se présenter aux entretiens, qui vont venir aux visites d'entreprise, aux informations collectives, aux visites de sites, qui vont venir dans les salons se déplacer. Et l'info sur Snapchat, TikTok et Instagram ne va pas suffire. Il faut derrière penser tout le dispositif de l'accompagnement au passage dans la vraie vie. Merci beaucoup. Troisième levier dont nous avons parlé, dont on a aussi beaucoup parlé lors de cette journée employabilité, c'est celui de la reconversion. Alors reconversion / réorientation, puisque si je ne me trompe pas, 30% aujourd'hui des jeunes que suit Hello Charlie sont des jeunes qui font une réorientation, donc qui ont choisi une première filière pour finalement en choisir une deuxième. Donc par rapport à ces profils, est-ce que vous observez certaines qualités, un petit peu une certaine force que des profils un peu plus traditionnels auraient à proposer en entreprise? La première chose, pour peut-être faire le lien avec le pacte régional pour l'emploi, là, donc les promotions qu'on a menées sur 4 ans, moi, ce que j'ai pu observer dans les profils qui ont fait, par exemple, la première promotion en 2021, qui ont maintenant 4 ans d'entreprise, c'est un rapport à l'entreprise et à leur métier très différent des profils qu'on s'arrache entre concurrents et qui finalement passent 3 ans dans une boîte, 3 ans dans une autre et demain développent un rapport au travail qui est différent. Là, moi, j'ai des superbes histoires humaines et des personnes qui étaient dans des situations qui avaient eu un métier en effet précédemment, qui finalement étaient en train de faire préparateur de commandes quand on les a eus, qui ont découvert un métier, qui ont découvert, qui ont repris confiance en eux et qui, en bout de chaîne, sont très reconnaissants envers l'entreprise, envers les différents acteurs et vivent leur métier avec passion et nous apportent quelque chose qu'on avait de moins en moins dans l'entreprise, c'est-à-dire cette notion de je veux partager, je veux transmettre. Ils veulent maintenant des alternants. Voilà, donc je dirais que le succès de ces promotions-là, ça se résume vraiment sur l'investissement, l'engagement de ces personnes et la dynamique qu'ils apportent dans notre entreprise. Et est-ce que cette reconnaissance se traduit en loyauté? Est-ce que c'est des profils qui restent plus longtemps ou est-ce que, malgré les efforts qu'on a mis sur la reconversion, ils s'en vont quand même assez vite? Alors, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, ces dernières années, dans le monde du bâtiment et de l'énergie, on avait des taux d'émission très importants et des personnes qui, clairement, ne passaient rarement les 5 ans d'ancienneté quand on les avait recrutés de l'externe. Là, on est à la 4e année. J'ai des super profils qui ont même évolué, donc je le souhaite. Bon, on se redit ça à l'édition de l'année prochaine, alors. Oui, donc en effet, comme le disait Arnaud, donc, on
on retrouve toutes sortes de profils dans les actions de formation. Côté en fait région et la mise en œuvre de la compétence formation, on est sur de la formation continue, donc on n'est pas sur de la formation initiale. Là où, à la direction de la formation et de l'orientation. Donc, on a des actions avec une diversité de profils. J'ai vérifié ce matin avant de venir, effectivement, sur les dernières en fait, stats que l'on a, l'âge moyen, en fait, il est 33 ans dans nos actions de formation. Donc, ça veut dire qu'on a un public jeune, à la fois, donc jeune qui a pu ne pas avoir, en fait, de premier diplôme, de première qualification, voire en fait qui est parti dans une voie qui n'a pas abouti. Hein. C'est vrai qu'en fait, il y a tous les jeunes étudiants qui commencent à partir sur un parcours universitaire ou autre, et puis finalement, en fait, qui se retrouvent en abandon et qui décident de se lancer vers un autre métier. Et puis, on a beaucoup, effectivement, d'adultes. On avait eu un partenariat d'ailleurs avec Transition Pro pour essayer de travailler sur des adultes en reconversion. On a beaucoup en fait d'adultes qui changent en fait d'orientation, alors soit spontanément, soit aussi parce que donc on a un gros axe à la région sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap qui ont pu avoir à un moment donné donc une incompatibilité reconnue pour exercer leur métier et qui changent de métier. Donc en fait voilà, donc on a des groupes avec des jeunes et des moins jeunes. Et c'est intéressant d'ailleurs, hein, les organismes de formation nous font toujours remonter que ça crée beaucoup d'émulation parce que justement ceux qui sont moins jeunes, qui ont un peu plus d'expérience professionnelle, sont en capacité de parler d'expérience professionnelle et d'apporter quelque chose au groupe de formation. Donc, voilà. Donc on parlait effectivement. Tout à l'heure, ça a été évoqué ce matin, Fatma en reparlait effectivement des résultats en termes d'insertion. Nous, c'est pareil, en fait, c'est ce qu'on note. On a à peu près 70% d'insertion sur les actions de formation. Et c'est bien parce que ça veut dire que voilà, l'effort formation, il aboutit à des vraies mises en fait en situation professionnelle, à des vrais emplois. Et puis après, pour ceux effectivement qui font partie des 30% où l'insertion elle n'est pas tout de suite là, en même temps, en fait, c'est un travail parfois de long terme aussi, hein, la formation. Donc ça peut être en fait des premières compétences et des premières marches franchies. Nous, on adore les profils de reconversion, de réorientation. On a on se dit quelque chose au bureau chez Hello Charlie. La réorientation, c'est la vraie orientation parce qu'on a enfin des gens qui sont conscients de pourquoi ils sont là. Ils s'engagent sur nos parcours. Ils ont des taux d'utilisation parfois 2 fois supérieurs à ce qu'on peut observer en moyenne des personnes qui s'orientent la première fois. Et puis, ils se disent que maintenant, il faut que ça marche. Et sont prêts à explorer des possibles beaucoup plus largement que quand ils étaient plus jeunes. Et donc ça, c'est un vrai facteur d'engagement et de possibilité de passage à l'action quand il s'agit de suivre une formation ou d'intégrer un emploi. Donc ça, c'est très chouette. Quelques chiffres peut-être pour vous parler de réorientation. C'est 1 jeune sur 2 qui se réoriente après le bac. Faut avoir ça en tête. C'est 52% des étudiants en première année qui se réorientent. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait normal et de tout à fait classique. Donc, je peux rassurer des parents qui passeraient par ces moments. Donc, votre enfant n'est pas seul, au contraire. Loin de là. Et à la fin du premier palier, du bac plus 3, c'est encore 30% de réorientation qui se font aussi à ce moment-là. Donc aujourd'hui, ça fait partie de la vie et c'est comme ça qu'il faut le prendre. En tout cas, je pense qu'ici, on est tous un petit peu convaincus de ça, de la réorientation, de ses bienfaits et de la reconversion professionnelle. Ce qu'on ne sait pas, en revanche, en tant que bénéficiaire, en tant que jeune ou que demandeur d'emploi, c'est que tout ça est normal, qu'il y a des dispositifs pour se réorienter, se reconvertir, qu'il y a des passerelles, que c'est souvent pris en charge, et puis notamment quand on est éloigné de l'emploi, parfois à 100%, et qu'il y a des accompagnants pour ça. Donc l'idée, c'est de rapprocher ces bénéficiaires de toutes les actions qui sont là pour eux. Chez Hello Charlie, du coup, on a créé ce qu'on appelle les maraudes numériques qui permettent de repérer
des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, qui ont souvent eu une chance, une deuxième, une troisième, ensuite qui ont tout abandonné. Ils n'ont plus confiance en l'institution avec un grand I. Donc c'est des jeunes qui sont souvent en rupture aussi et parfois ils ne sortent pas de chez eux. Ils ont accumulé des freins à la mobilité, des freins sur le logement, des freins parfois même pour parler avec des gens, de se retrouver en société. Et donc, on a créé chez Hello Charlie ce qu'on appelle les maraudes numériques. Donc, beaucoup connaissent, expérimentent l'aller vers physique, donc comme le bus, la caravane, etc. Donc, on va dans les quartiers, des éducateurs se déplacent, font des ateliers, du sport, voilà, le repérage par le sport, etc. Toutes les activités culturelles. Et donc, les maraudes numériques, c'est quoi? C'est à peu près la même chose, mais sur les plateformes en ligne. Donc, toujours sur les mêmes réseaux sociaux, sur les plateformes de gaming. Allez voir les jeunes qui sont chez eux, qui ont du mal à sortir de chez eux, pour leur dire que toutes ces opportunités-là existent, quand bien même ça n'a pas marché une fois, deux fois à la mission locale, chez France Travail, chez un acteur de la formation ou de l'emploi. Eh bien, il faut se redonner une chance, faire confiance en l'institution et réessayer quelque chose. Et donc là, on n'est pas sur des taux de plus de 50%, de 60% de sorties positives, on est plutôt entre 25 et 30%, mais c'est déjà ça de gagner, parce que ce qu'il faut voir derrière, c'est le coût que ça a pour la société d'avoir des jeunes qui restent chez eux longtemps, très longtemps. Très inspirant. Je voulais finir positivement, mais tout ça est très positif. Oui, non, mais c'est très positif. Je me demandais, côté entreprise, donc peut-être plutôt côté Vinci Énergie, est-ce que tu as vu certains freins à recruter des profils issus de la reconversion? Est-ce qu'il a fallu un peu casser certaines images en interne? Complètement, oui. Le monde du travail, je pense, s'est construit sur ces croyances de ces 30, 40 dernières années où recruter, c'était amener tout de suite la compétence qu'on va chercher chez le concurrent, et une recrue devait s'intégrer lui-même très rapidement, faire ses preuves très rapidement, et on le mettait à l'épreuve à son arrivée. Donc oui, c'est difficile. Je dirais pas que c'est simple en tant que RH que d'aller embarquer son comité de direction, ses managers, ses techniciens à qui on demande d'être tuteur. C'est pas évident, et en fonction des différents secteurs d'activité qu'on peut avoir ici, j'imagine que les freins sont plus ou moins importants dans la culture d'entreprise. Maintenant, j'encourage les éventuels dirigeants présents à investir dans une fonction RH, à écouter un RH qui essaye de leur parler de la réalité du marché d'aujourd'hui. C'est pas par volonté de faciliter le recrutement. Simplement, je pense qu'il est très important pour les entreprises d'ouvrir les yeux sur ce monde du travail-là, sur les attentes de la nouvelle génération, sur les façons de les toucher. Et la meilleure personne pour le faire en entreprise aujourd'hui, je trouve, c'est un RH à qui on donne ces sujets-là et à qui on donne la bonne écoute, et qui arrive à embarquer les équipes, parce que ça ne se fait pas tout seul, d'intégrer une personne qui a un passé professionnel complètement différent, de l'embarquer sur notre site industriel où on a des contraintes hyper complexes, de lui faire comprendre qu'on doit travailler en sécurité, de le faire découvrir un nouveau métier. En fait, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça c'est sûr, mais pour moi, il est très important que les entreprises comprennent que c'est nécessaire. Parce que sinon, on va laisser passer du business et on ne va pas savoir répondre à des clients sur des projets simplement parce qu'on n'a pas les ressources. Et ça, je ne pense pas que c'était le cas il y a 15-20 ans, en France en tout cas. Ouais. Merci beaucoup. Alors, j'allais conclure sur une question un peu ouverte au niveau du financement de ces dispositifs, mais je pense que on va plutôt essayer de conclure sur quelque chose de positif. Alors, est-ce que vous auriez un petit message positif à transmettre sur ce recrutement, sur recruter autrement, justement? Vous avez donné pas mal de conseils. Est-ce que vous voulez partager comment vous joindre si jamais certaines entreprises ou organismes ici ont envie de faire un partenariat avec vous pour finir cette table ronde sur une note très positive? Tout ça est super positif. Enfin, même s'il y a les financements en baisse, en effet, enfin, c'est sûr, hein, il y a plus du tout les mêmes aides pour réaliser tout ça, mais ça nous pousse à être créatifs, à toujours être du côté des jeunes et de leurs besoins, de ce qu'ils nous disent, de partir d'eux. Nous, on est très user-centric, donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur la meilleure expérience d'orientation scolaire et professionnelle pour les jeunes. Donc,
on est focus là-dessus et donc on les écoute. Et c'est très important de ne pas être hors sol, en fait, quand on parle de recrutement, d'emploi, de formation. Et il me semble qu'ici, personne ne l'est. L'idée, c'est d'être avec eux, à leur côté, et voir à quel point ils changent, ils évoluent. C'est pas prêt d'être fini, tout ça. Et donc de continuer à innover et d'avoir les moyens de cette innovation, c'est quand même important. Donc l'argent, c'est important aussi pour avoir à le faire. Mais si on se concentre sur les besoins, et Arnaud l'a dit en introduction, le sujet aujourd'hui n'est pas juste social ou sociétal, même si le social et sociétal, moi, ça me suffit pour me lever le matin. Il est aussi économique. Et donc, comment les entreprises continuent de tourner, à faire tourner des usines, à répondre à des commandes et continuer à être présents sur la scène internationale si les gens ne sont pas là pour faire. Voilà. Oui, donc le financement, vous en avez parlé, c'est quelque chose en fait d'important, mais en même temps, en fait, on est à la région, mais comme dans beaucoup de structures, dans des contraintes en fait budgétaires, certes, mais qui ne nous permettent pas d'agir, qui nous permettent de faire plein de choses. Donc, on est dans des logiques encore plus fortes d'articulation et de complémentarité. Ce matin, on a entendu le directeur départemental du Rhône de France Travail. Nous, côté région, on travaille beaucoup avec France Travail. Je citais tout à l'heure aussi Transition Pro, qui est un autre financeur de formation. On travaille beaucoup avec en fait Transition Pro. Donc en fait, on a un intérêt à travailler en articulation pour rechercher toujours en fait les bonnes solutions. Et on y arrive. Donc ça veut dire que quand vous l'avez compris, quand le prisme, ça reste l'entreprise, ses besoins, voilà. Donc on part de là. Et quand on a une entreprise qui vient nous voir, un projet sur un territoire de recrutement, on l'accompagne. Et souvent, il y a des équipes justement de France Travail, de la région, qui se mettent en synergie pour trouver les bons dispositifs. Parce que l'objectif, c'est pas de se concurrencer avec le dispositif POI, le dispositif PRE, le dispositif je ne sais quoi, mais c'est d'arriver à trouver le bon, à sortir en fait de ce langage en fait technique. Mais on est obligé d'avoir un langage technique et des dispositifs parce que c'est comme ça qu'en fait nos financements sont structurés. Mais malgré tout, c'est de se mettre autour en fait d'une table et d'arriver à trouver les meilleures solutions. Et on arrive toujours à les trouver. Et encore une fois, moi, je pense beaucoup au rapprochement entre les organismes de formation et les entreprises. Et je crois beaucoup aux projets territoriaux. Voilà. Et on a en fait des équipes, donc on pourra en fait donner les adresses à un moment donné si vous faites une restitution, ou en tout cas sur le site de la région, elles figurent, il y a des adresses génériques. Mais donc, pour un besoin en fait en recrutement, toute entreprise peut solliciter la région et on s'efforce en fait de trouver les bons outils et les bonnes solutions pour accompagner. J'essaie d'être succinct. J'ai envie de dire aux acteurs du recrutement, au RH, bien sûr, passer la porte des écoles, évidemment, il faut continuer de le faire, mais passer aussi la porte de nos partenaires centres de formation. Sur Lyon, là, dans les métiers qu'on a cités, on a des personnes de grande qualité dans les centres de formation qui sont en mesure d'écouter les entreprises. Là aussi, il y avait des stéréotypes historiquement. L'entreprise et l'école avaient du mal à se parler. Moi, j'ai passé la porte de différents centres de formation et à chaque fois, j'ai trouvé une très bonne capacité et une volonté à écouter le besoin de l'entreprise et à adapter au maximum, même si bien sûr il y a des contraintes réglementaires, mais passer aussi la porte de la région, puisque ces contraintes réglementaires, là par exemple sur le projet que j'évoquais tout à l'heure, je ne les ai pas vues du tout. On a pu personnaliser la formation, on peut même faire nous-mêmes des modules de formation auprès du centre de formation, malgré que ce soit financé par l'État. Donc voilà, les acteurs sont prêts, je pense. Maintenant, il suffit juste de bien se parler entre nous et d'essayer de convaincre nos dirigeants que les jeunes n'ont pas envie de rester chez eux à jouer sur un PC, mais plutôt qu'ils ont un petit peu de mal à s'y retrouver parfois et qu'il faut aller les chercher, quoi.